Conspirer, c'est œuvrer en secret pour, ou plus souvent, contre quelqu'un ou quelque chose. Le mythe moderne du complot. Pierre-André Taguieff, membre du CEVIPOF, l'a définit ainsi dans la revue Historia de mai 2016. On entend ordinairement par théorie du complot les explications naïves, ou supposait-elle, qui mettent en scène un groupe ou plusieurs groupes agissant dans l'ombre ou en secret pour réaliser un projet de domination, d'exploitation, de corruption ou d'extermination. Les conspirateurs imaginés sont accusés d'être à l'origine d'événements négatifs, perturbateurs, troublants ou traumatisants, dotés d'une signification sociale. Ces événements vont de la catastrophe naturelle, dénoncée comme non naturelle, à la mort accidentelle, jugée douteuse, d'un personnage célèbre, en passant par les épidémies dont l'origine n'est pas identifiée clairement, les crises économiques, les guerres, les assassinats politiques, les révolutions sanglantes et les attentats terroristes. Les théories du complot s'opposent en général aux thèses officiellement soutenues par les autorités politiques ou les médias. En passant, rappelons que Pierre-André Taguieff a fait partie du courant atlantiste du cercle de l'oratoire, avec André Glucksmann, Pascal Bruckner et Romain Goupil, créé après les attentats du 11 septembre 2001, avec pour but de défendre la politique des États-Unis et de lutter contre l'islamisme radical considéré comme le nouveau totalitarisme. Il a également été contributeur à la revue néoconservatrice Le Meilleur des Mondes et à plusieurs sites radicaux anti-maghrébins comme Ring, tenu par David Kersan, c'est-à-dire la défense de certains intérêts. Une telle définition est problématique, car elle est floue. En somme, les théories du complot seraient naïves, car elles ne pourraient apporter aucune preuve. Ce serait donc subjectif, donc délirant, dans le fait qu'on accuserait à tort. Taguieff explique que la théorie du complot est nécessairement un complot fictif ou imaginaire, attribué à des minorités actives, groupes révolutionnaires, forces subversives ou aux autorités en place, gouvernement, services secrets, etc. Ces minorités et ces autorités étant elles-mêmes largement fantasmées. La posture du soupçon, lorsqu'elle se constitue en habitude, engendre une paranoïa routinisée qui peut fonctionner indépendamment d'une vision conspirationniste s'inscrivant dans une tradition explicative. Fictif ou imaginaire? Comment le sait-il? Bref, c'est surtout cette conception du complotisme qui est une théorie de la naïveté. Premier problème. Taguieff ne fait pas la part des choses entre des complots improbables ou délirants et des complots crédibles et potentiels, comme il y en a tant. Cette distinction est d'importance. Il joue sur le terme fantasme ou imaginaire pour glisser sur les deux tableaux et invalider le moindre soupçon sur l'interprétation à donner de tel ou tel événement. Pierre-André Taguieff opte pour une définition englobante, en assimilant les complots délirants, que j'appelle paranormaux, extraterrestres, groupes ethniques manipulant tout, avec des sortes de médiums qui orchestreraient le monde entier sans tenir compte des divergences, des intérêts contradictoires et des réalités aux autres supposées crédibles, fréquents, voire réels en regard de l'histoire, dans le monde complexe de la politique et de l'économie. Sans jamais dire ce qui serait imaginaire ou potentiel, on aboutit directement à une paranoïa routinisée simplement parce que le soupçon devient habitude. On pourrait bien sûr inverser cette habitude de l'autre côté
envers ceux qui pensent que rien de secret ne se passe ou que tout ce qui apparaît en surface est exactement la réalité des choses. La moindre suspicion émanerait d'un complotiste délirant. Il y a ici un paralogisme. Ce n'est pas parce que les complotistes désignés remettent en doute tel ou tel fait qu'ils sont obligatoirement des antisémites, des négationnistes ou croient en des complots paranormaux. On peut en trouver, mais le lien n'a pas à être établi spontanément pour autant. Alors comment convaincre les indifférents ou les réticents? Et d'abord, qui sont-ils? L'accusation routinière de complotisme permet de récuser d'une pichenette n'importe qui dès qu'il émet un doute sur la véracité des faits que tient à faire croire tel ou tel gouvernement sur la représentation d'un événement. Il est même vu comme un pestiféré dans l'inconscient collectif ou dans la doxa, habile méthode pour le disqualifier par un slogan et se ranger du côté du bien. On dira « c'est du complotisme » et la raison est avec nous. Dès lors, il est inutile de discuter avec le conspirationniste, car il s'auto-persuade, ce qui évite d'avoir à répondre rationnellement par des arguments à ses thèses. On invalidera d'emblée celle-ci par ce précepte déterminé à l'avance qui ne mérite aucune explication. Autant des personnes dans les siècles précédents n'avaient aucun souci à imaginer des complots, autant c'est devenu maintenant une étiquette infamante et aisée à proférer. C'est bien ce qui est arrivé de nos jours. D'un côté, les complotistes sceptiques ont tout intérêt à être crédibles dans ce qu'ils avancent, et non émettre des théories farfelues ou extravagantes. C'est certes, disons-le nettement, le souci majeur de certaines personnes qui, en voyant une main invisible sans cesse partout, essentialisent telle ethnie et la rendent responsable de tous les maux de la Terre. On est ici dans le paranormal ou le délire caractérisé. Le fait que quelques gouvernants orchestreraient le monde d'une façon unilatérale et seraient responsables du moindre événement est évidemment stupide et irrationnel, comme si ces gouvernants, dans leur folle quête de territoire, dirigeraient ou piloteraient tout d'une façon totale, tel Dieu, avec une volonté rationnelle implacable, alors qu'ils sont eux-mêmes ignorants de cette volonté en dernier ressort. Les complotistes sceptiques s'attaque à une version d'un événement qui tient à se parer des vertus les plus insoupçonnables à peu de frais. Ils remettent en cause, d'une façon induite, une vision naïve de la nature humaine et fracturent ainsi notre propre représentation du monde. Ils appliquent le principe de contradiction, principe fondamental dans l'histoire où devraient être examinées méthodiquement les opinions en présence avant de se prononcer. Ils ont raison d'harceler par la critique la représentation médiatique ou gouvernementale d'un événement pour voir ce qu'elle dissimule ou si elle correspond à ce qui s'est passé factuellement. On peut aussi appeler cela liberté d'expression et d'informer, en dehors des médias traditionnels auxquels on ne touchera guère. Quoi de plus logique dans le pays des Lumières d'être complotiste, puisque cette philosophie met en doute, est sceptique et interroge toute conception un tantinet totalisante. De l'autre, les anticomplotistes se basent sur une volonté exagérément rationnelle de l'être humain, considérant que ce dernier ne ferait pas le mal intentionnellement ou en orchestrant des complots. Pourtant, on se demande bien pourquoi une vérité officielle devrait être crue. Il s'agit toujours, dans les rapports humains, de quête de territoire, pour garder une position d'hégémonie dans l'échange symbolique. L'accusation de complotisme monopolise et institue un pouvoir sans contrepartie. Et c'est ainsi que fonctionne le pouvoir. Il est celui qui donne et à qui on ne peut rendre.
La logique du don et du contre-don est brisée. Le véritable monopole n'est pas celui des moyens techniques, mais de la parole. En cela, ceux qui détiennent le pouvoir n'ont aucun intérêt à être remis en cause. Les anticomplotistes n'ont pas peur évidemment d'accuser les autres sans même savoir ce qu'il en est réellement et pensent que la version officielle est toujours la bonne, celle du pouvoir, sans avoir besoin de la justifier, tout en gagnant la bataille médiatique et la considération de leurs pairs, craignant sans doute de perdre leur statut ou de remettre en cause telle politique gouvernementale. Ce qui revient à nier toute possibilité de critiquer la version des faits, une fois qu'elle a été estampillée par le sceau officiel. Car à la limite, on pourrait se demander si tel ou tel complot est crédible ou probable quand on cherche la vérité. Comme si un État ou des médias, en nature, disaient la vérité ou avaient atteint une perfection platonicienne au niveau de la transparence, histoire de faire croire que la réalité s'est passée d'une certaine façon, surtout à l'heure du marketing politique. Assimilation nullement folle mais classique dans un monde d'intérêts. Maintenant que l'on a dégagé le complotisme total, loin de notre analyse, les complotistes sceptiques ont tout autant de crédibilité que les anticomplotistes, qui tiennent à afficher une version officielle, vierge de toute culpabilité, et qui n'a pas à être crue les yeux fermés, d'autant qu'ils sont du bon côté du manche. Second problème. Ne pas parler des complots réels est révélateur par contre. Taguieff ne manque pas de nommer les habituels complots pour encercler son sujet dans de strictes balises. Celui contre l'ordre établi, apparu à l'époque de la Révolution française par les francs-maçons, thèse de l'abbé Augustin de Baruel dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Puis le mythe des Illuminés ou Illuminati, membres d'une société secrète internationale dont l'objectif est d'instaurer leur ordre à travers le monde. Ou encore le faux complot, tramé par les Juifs comme au XXe siècle avec les protocoles des sages de Sion, publiés en Russie dans le journal d'extrême droite Znamia, le drapeau, dirigé par Pavel Kroutchevan. Le faux est publié sous le titre « Programme de la conquête du monde par les Juifs ». Exemple rabâché sans cesse comme valeur générale de cette attitude paranoïaque, mais qui ne saurait s'appliquer à toute attitude sceptique. Taguieff ne parle de rien d'autre, sinon de l'assassinat de Kennedy, envisagé comme un complot et qui s'est révélé comme tel. C'est à la suite de cet assassinat que la CIA a émis un document pour minimiser les théories du complot et faire taire les rumeurs. Elle l'a déclassifié, ce qui jette au fond un regard rétrospectif amusant sur les dénonciateurs de complots, tant leurs arguments ressemblent à ceux prononcés par la CIA, les États tentant de se protéger coûte que coûte et de faire croire qu'ils sont intègres et transparents. Notons aussi l'opération Mockingbird, qui était un programme de la CIA diffusant sa propagande à travers les médias. Elle fut découverte lors des audiences du Sénat au milieu des années 70. La NSA a bien comploté pour écouter le téléphone de Merkel ou de Hollande ou d'avoir mis les portables courriels sous surveillance. Snowden, complotiste? Il aurait suffi que cette réalité ait été évoquée avant qu'elle ne soit prouvée pour être traité de complotiste. C'est dire que ce qu'il a révélé n'est guère étonnant de la part de personnes au pouvoir qui doivent être sans cesse chatouillées. L'anticomplotiste a la tâche aisée dans son accusation, car s'il faut se mettre en danger au péril de sa vie, comme Snowden ou Julian Assange, l'un ayant dû fuir en Russie et l'autre ayant dû vivre comme un reclus avant d'être emprisonné, on se doute bien que la recherche de preuves est rude. Il fut envisagé par la CIA d'éliminer Julian Assange pour ses révélations Vault 7, document que Wikileaks publia en 2017.
détaillant les activités de la CIA dans le domaine de la surveillance électronique et de la cyberguerre, notamment le fait qu'elle piratait les produits Apple ou infectait les ordinateurs sous Microsoft Windows. Ou encore ces images d'une frappe aérienne de 2007 par des hélicoptères de l'armée américaine à Bagdad qui a tué au moins une douzaine de personnes, dont 2 journalistes de Reuters et blessé 2 jeunes enfants. Comme on pouvait s'y attendre, le président de la République, Emmanuel Macron, le 29 septembre 2021, a désigné le sociologue Gérald Bronner pour diriger la commission française Les Lumières à l'ère numérique, dite commission Bronner, chargée de faire des propositions dans les champs de l'éducation, de la régulation, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation. Parmi ses membres, on trouve Rudi Reichstadt, directeur de l'Observatoire du complotisme, association éditrice du site Conspiracy Watch et rédacteur à l'Express et Franc-Tireur. On le constate, le pouvoir s'arroge le culte de la raison, de la vérité et des lumières entre ceux qui savent et ceux qui sont dans les ténèbres. Comme si c'était à lui d'instituer la vérité et non aux historiens. Manœuvre politique et moraliste où l'État peut instituer la vérité et la transparence à l'égal de l'Inquisition, alors qu'il est le premier propagateur de fausses nouvelles. On l'a vu pendant la crise du Covid. L'expression « théorie du complot » fonctionne donc comme un slogan rassurant ce qui est la mort du doute et de toute dialectique. C'est donc une affaire de représentation de ce qui se déroule dans le réel ou non. Balzac disait, dans Illusion perdue, il y a 2 histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne. Puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Une histoire honteuse. Balzac, complotiste ? Il paraît invraisemblable d'effacer tout contexte historique et d'oblitérer ainsi toutes les manipulations au sommet du pouvoir dans les représentations opérées pour faire croire en telle ou telle vérité dans la gestion des affaires. Cela mérite de s'y attarder quelque peu pour avoir bien présent à l'esprit que les complots réels ne sont pas si rares. Suétone, auteur latin du Haut Empire, dans Vie des 12 Césars, décrit comment les empereurs romains furent assassinés, tous victimes de complots. Suétone, complotiste ? On peut constater en lisant les tragédies historiques de Shakespeare que rien n'a changé. Les allées du pouvoir sentent le cadavre à plein nez. Trahison, jalousie, meurtre, dissimulation, etc. Shakespeare, complotiste ? C'est ce que disait à peu de choses près Machiavel dans le discours sur la première décade de Tite-Live, où il consacre son plus long chapitre à la conspiration. Je dis qu'elles, les conspirations, ont toutes pour auteur les grands de l'État ou des familiers du prince. Machiavel, complotiste ? Le cardinal de Retz, de son vrai nom Jean-François-Paul de Gondi, fut un homme d'État, homme d'église et écrivain français qui raconta dans ses mémoires son engagement dans la fronde et tous les complots qui se tramèrent. De Retz, complotiste ? On n'en finirait plus de recenser les conspirations dans l'histoire, outre l'une des plus célèbres, l'assassinat de Kennedy en 1963.
Ce qui faisait dire à Guy Debord, dans Commentaires sur la société du spectacle, qui affirme clairement « Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut en effet être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L'histoire du terrorisme est écrite par l'État. » Ou encore « Le secret domine ce monde et d'abord comme secret de la domination. Le pouvoir ou l'argent, comme on veut. » Guy Debord, complotiste. Que penser de cette phrase d'Edward Bernays, le pape de la communication, un capitaliste pur cru, écrite en 1928 ? La manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. Bernays complotiste ? Que penser encore de George Orwell, supputant dans 1984 que la réalité est falsifiée ou réécrite jour après jour pour contrôler les individus, voire même émettant l'idée que les attentats sont orchestrés par le gouvernement lui-même. Il écrit « Les bombes fusées qui tombaient chaque jour sur Londres étaient probablement lancées par le gouvernement de l'Océania lui-même, juste pour maintenir les gens dans la peur. » Orwell, complotiste ? Ajoutons ce que disait le cinéaste marxiste Pier Paolo Pasolini dans Écrit corsaire, dans l'article « Le roman des massacres », à propos de la stratégie de la tension dans les années 1970 en Italie. Il dénonça les attentats commis par la CIA, les services secrets italiens et les généraux grecs. Comme on sait, Pier Paolo Pasolini fut assassiné en 1975. Pasolini, complotiste ? Rappelons les films sur le sujet de Francesco Rossi, L'affaire Mattei, 1972, et Cadavres exquis, 1975, ou encore Romanzo Criminale, 2006, de Michel Placido, ou Piazza Fontana, en 2013, de Marco Tullio Giordana. D'après le récit Il segreto di Piazza Fontana, le secret de Piazza Fontana, du journaliste Paolo Cucchiarelli. Rentrons maintenant un peu plus en détail pour indiquer l'ampleur de ce qui peut se tramer dans les coulisses. Le livre de Frances Stonor Saunders, Qui mène la danse, rappelle comment la CIA finança secrètement le domaine de la culture pour contrer le communisme, notamment par l'intermédiaire du Congrès pour la liberté de la culture, basé à Paris et dirigé de 1950 à 1967 par l'agent de la CIA, Michael Joselson. La croisade culturelle fut financée avec des parties secrètes du plan Marshall et de l'argent blanchi par la CIA à travers une douzaine de fondations américaines. Les États-Unis pensaient que la culture était un moyen de subvertir les esprits en faveur du libéralisme. À Paris, Irving Brown, membre de la CIA et de la délégation américaine du CCF, aide des anciens de Vichy, des trotskistes, contrôle les ports français et casse des grèves tout en promouvant l'art moderne. Il obtient en 1947 qu'André Bergeron et Léon Jouot quittent la CGT pour créer Force ouvrière, qu'il finance. On participait aussi de près ou de loin par l'intermédiaire de revues Encounter, Tiempo Presente, Paris Review, des personnalités aussi connues que Raymond Aron, Georges-Louis Borges, Bertrand Russell, Jean Cocteau, Laurence Olivier, Céchelot Miloche et Denis de Rougemont. Mais il est un fait que bon nombre d'artistes ont été mis sur le devant de la scène pour jouer à leur insu ou non un rôle en faveur des États-Unis. Les armées secrètes de l'OTAN de Daniele Genzer décrit le climat houleux de cette époque.
C'est le 24 octobre 1990 que l'ancien chef du gouvernement italien, Giulio Andreotti, révéla l'existence de cette armée secrète en Italie, Gladio, responsable de manipulation, d'attentats et d'assassinats. Daniele Genzer évoque ces armées secrètes Step Behind, restées derrière, à l'initiative des forces spéciales américaines et des SAS britanniques pour stopper l'influence des communistes en Europe, dont la France. Le code blanc-bleu. Paul Ramadier, Premier ministre socialiste, subit la pression de Washington pour que celui-ci renvoie les ministres communistes du gouvernement, sans quoi il n'aurait pas l'aide du plan Marshall. Dans leur guerre contre les communistes, les États-Unis iront jusqu'à recruter des nazis et des fascistes dans l'Allemagne et l'Italie d'après-guerre. Le 2 août 1980, une bombe explose dans la gare de Bologne. 85 morts et plus de 200 blessés. La piste remonte jusqu'à Licio Gelli, le chef d'une loge maçonnique P2, l'armée secrète italienne Gladio, et des responsables des services secrets italiens. Il existe 2 excellents documentaires d'Arte sur ces 2 complots qui démontrent toutes ces terribles méthodes. En pleine guerre froide, les États-Unis lancent un projet hallucinant, le projet secret MK Ultra, dévoilé en 1975, provenant de la CIA, et visant à développer les techniques de manipulation mentale afin de provoquer l'activation de comportements humains à distance. Plusieurs films ont été tirés de ces expérimentations. En quoi consistait-elle ? Dans les années 50, sous le prétexte d'études sur le cerveau humain, des dizaines de milliers de non-volontaires subissent de drôles de traitements. C'est dans ce contexte que la CIA, dirigée par Alan Dulles, lance les projets Artichoke, Bluebird. Elle met en place une politique de la terreur en se servant avant tout du LSD, qui semblait la drogue la plus prometteuse, mais aussi des électrochocs, des lobotomies, de l'hypnose. Le but, effacer la mémoire, fabriquer des personnes pour les obliger à tuer contre leur gré, reprogrammer le cerveau. Les services américains infiltrent, financent et recrutent des scientifiques qui étaient pour la plupart de brillants éléments de la société civile, repèrent des personnes de basse condition ou des malades. L'un de ceux qui subiront ce traitement est l'écrivain Ken Kesey, l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, adapté au cinéma par Miloš Forman en 1975. Bref, il n'y a pas de bons ou de mauvais complots, mais soit ils sont faux, invraisemblables, quasi immatériels, donc délirants ou inventés, soit ils sont vrais. Il y aurait-il du complotisme dès qu'un soupçon remet en cause nos gouvernements et des complots réels dès qu'ils sont perpétrés par nos ennemis. Or, le complot de Ben Laden du 11 septembre est bien alors une thèse conspirationniste, tout comme celle des nazis envers les juifs. Preuve que la définition est floue et totalement inutilisable en l'état. À ce titre, les dénonciateurs des théories du complot ont été étrangement souvent ceux qui l'ont pratiqué. Kennedy a bien été tué, et pas comme on l'a fait croire. Le macartisme a bien été un faux complot inventé de toutes pièces. Les États-Unis en ont réalisé de bien réels, contre Mossadegh en 1953 en Iran ou Pinochet au Chili en 1973 par l'intermédiaire de la CIA. Que penser au passage de la main de Moscou, expression fort utilisée à une époque. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Attaquons-nous au complot des complots qui disqualifie le moindre individu osant émettre un doute. Le débat sur le 11 septembre a tellement fait couler d'encre qu'il est devenu l'événement qui vaut aux sceptiques l'accusation infâme de complotisme. Or, un documentaire de 4 heures intitulé « 11 septembre 2001, le nouveau Pearl Harbor » critique rationnellement tous les manquements de la thèse officielle.
Absence de commandement pour abattre les avions. Absence d'images probantes concernant l'attaque du Pentagone. Absence de débris de l'avion dans 2 cas. Absence des terroristes sur les vidéos des aéroports. Dépassement de la VMO, maximum de la vitesse autorisée pour un avion sans dégâts structurels. Impossibilité pour les passagers d'appeler avec leur téléphone portable dans les avions à si haute altitude. Et il y a cet appel troublant de CC Lies. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them. Là aussi, nous pouvons remarquer l'absence du bruit de fond typique à bord des avions. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around. Après avoir dit au revoir, elle semble réajuster le combiné et murmurer quelque chose dans le micro. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. End of message. Même après plusieurs écoutes, il est difficile d'entendre d'autres mots que « it's a frame ». C'est un coup monté. La découverte de l'emploi d'explosifs dans les débris des tours jumelles. Multiples témoignages sur des explosions, etc. Et, bien sûr, effondrement de 2 tours jumelles en acier, suivi d'une 3e non touchée par les avions, comme des démolitions contrôlées. Son accélération rapide vers le sol, la chute symétrique de sa structure et même son déclenchement par la base, comme la plupart des démolitions contrôlées. À cet égard, plus de 2500 architectes de par le monde s'en étonnent. Peu importe d'ailleurs qu'ils soient si peu. L'important est de répondre à leurs arguments. Roland Dumas, ministre des Relations extérieures de 1984 à 1986 et des Affaires étrangères de 1988 à 1993, doutait du déroulement des événements du 11 septembre 2001. Il avait dit à l'émission de Frédéric Tadei Ne mélangeons pas le passé, sinon on n'en finira pas. Moi, je vous dirai ce que je pense sur le 11 septembre, je n'y crois pas, mais ça, c'est autre chose. Roland Dumas, complotiste. Le point nodal de ces attentats est comment 2 immeubles en acier peuvent-ils tomber sur leur base d'une façon radicale en si peu de temps. Le 3e immeuble n'a pas été touché par un avion, mais par des débris. Alors, un pan peut tomber ou s'affaisser, mais comment est-il possible que tout l'immeuble et toute sa base structurelle puissent s'écrouler aussi nettement? Mystère. Je rêve qu'on puisse refaire dans un coin du monde une même expérience. Le problème est que si les islamistes ont opéré une telle escadrille, un complot réel, n'est-ce pas? Elle est aussi bien compliquée car ils auraient pu être anéantis dès que le gouvernement a appris que les avions étaient détournés. Or, rien. Même au Pentagone, ce qui est encore plus étonnant. Faire des attentats classiques est bien plus facile. Un autre problème surgit car si les 3 tours se sont bien écroulées, des complotistes délirants disent que les avions n'ont rien percuté et que toutes les images ont été truquées, le problème est de savoir par qui et comment. Comme elles sont bien tombées, on peut imaginer que les 2 camps sont tout autant responsables, car croire que seuls les islamistes soient réellement fautifs relève d'une accusation biaisée. Le camp occidental n'est pas responsable et seuls les autres le sont. Les uns ne sont pas des complotistes, mais les autres en sont de bien réels.
Il est toujours étonnant que ceux qui se targuent de rationalisme l'abandonnent aussitôt quand ils doivent réellement s'en servir. Mais ceux qui remettent en cause cette version officielle sont tout de suite écartés des médias, ce qui n'inaugure pas d'une analyse effectuée rationnellement. On rappellera qu'une telle opération a déjà été envisagée, l'opération Northwood, selon un document déclassifié. Ce projet d'opération militaire sous fausse bannière était destiné à tuer des citoyens américains pour accuser les Cubains et envahir leur pays. L'administration Kennedy le rejeta. Il y a une autre façon d'envisager le problème. Dans une conférence du 19 février 2003, organisée par le Monde diplomatique et l'Institut des hautes études en psychanalyse, le philosophe Jean Baudrillard, nullement étonné par le complot, faisait une conclusion pertinente. D'une certaine façon, là encore c'est un peu le même paradoxe, que les attentats soient vrais au sens... Ça ne se vérifiera pas, c'est comme le paradoxe qu'on disait, quelque chose ne peut pas être vérifié, même serait-il vérifié qu'ils n'en seront aujourd'hui pas exactement plus vrais entre l'attentat et le simulacre d'attentat, ou le complot, c'est-à-dire l'attentat fomenté par le pouvoir lui-même pour se donner les raisons d'agir, à l'extrême limite, ça crée une situation d'incertitude qui elle-même est terroriste de toute façon. Cette situation où nous sommes de ne pas savoir qui est véritablement responsable, si vous voulez mon avis, c'est une forme de terrorisme mental. Donc de toute façon, la vérité ou pas la vérité, c'est au niveau de l'incertitude précisément que se jouent des stratégies de déstabilisation. Ce sont les nouvelles stratégies. Baudrillard, complotiste. Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences ne sont ni discutables, ni négociables. Le 11 septembre a provoqué un complet réalignement des politiques étrangères. Au fond, l'intérêt n'est pas de savoir qui a commis cet attentat ou qui l'a commandité. L'intérêt réel est l'impact symbolique opéré par cet événement dans le monde entier pour y installer une paranoïa et une terreur généralisée. Car débattre sur les responsabilités est secondaire au fond et masque l'imposition symbolique d'un ordre mondial dans la domination de la planète. Et chose plus curieuse, depuis les années 90, les États-Unis se sont créés un nouvel ennemi, les musulmans ou les islamistes envahissent et font la guerre aux pays du Moyen-Orient sous des prétextes délirants. Étrange concordance des événements afin de créer le chaos. On rappellera que le 14 octobre 1990, une jeune femme koweïtienne, l'infirmière Nahira, témoigna en pleurant devant une commission du Congrès des États-Unis qu'elle vit des soldats irakiens entrer dans l'hôpital avec leurs armes et tirer sur des bébés en couveuse. Ce témoignage a ému l'opinion publique internationale et a contribué à ce qu'elle soutienne l'action des puissances occidentales contre les armées de Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe. En fait, ce témoignage était faux. La jeune femme, entraînée par Michael Deaver, ancien conseiller en communication de Ronald Reagan, était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, Saud bin Nazir al-Sabah. L'association Citizen for Free Kuwait, organisée par le gouvernement du Koweït exilé, avait commandité cette campagne à une agence de relations publiques, Hill & Knowlton, pour $10 millions. Le gouvernement américain aurait payé $14 millions à cette agence pour l'avoir aidé. Sans parler évidemment des armes de destruction massive jamais trouvées. Le gros mensonge du secrétaire à la Défense, Colin Powell, devant les Nations Unies en février 2003, brandissant sa petite fiole. L'américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. Notre peine s'est transformée en colère, et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice, ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. Nafez Ahmed, politologue britannique et journaliste d'investigation, travaillant
avec la BBC et le Guardian, relatait dans un article que les guerres occidentales, depuis 1990, avaient coûté la vie de 3 à 4 millions de musulmans. Le journaliste Jean-Louis Zambert accuse dans Crimes sans châtiment et les 2 tomes de 56 des dirigeants politiques et de grands patrons de sociétés transnationales d'avoir déstabilisé des pays au Moyen-Orient, dont la Syrie, par l'intermédiaire des frères musulmans et d'autres organisations terroristes. Il met en cause une politique économique européenne, via les États-Unis, non seulement pour déposséder les pays de leur souveraineté, mais pour financer le terrorisme prétendument dénoncé, afin de piller les ressources au Moyen-Orient. Au Nouvel Observateur, le 15 janvier 1998, Zbigniew Brzezinski, conseiller du président Carter pour les affaires de sécurité, se satisfaisait de l'opération secrète en Afghanistan afin d'offrir à l'URSS sa guerre du Vietnam, et peu lui importait d'avoir favorisé l'intégrisme islamiste en fournissant des armes à Al-Qaïda et à Ben Laden. Il disait « Qu'est-ce qui est le plus important au regard de l'histoire du monde ? Les talibans ou la chute de l'Empire soviétique, quelques excités islamistes ou la libération de l'Europe centrale et la fin de la guerre froide. Et quand on lui rétorque le danger islamiste, il pense que c'est une sottise et qu'il n'y a pas d'islamisme global. » L'ironie de l'histoire est que les États-Unis ont favorisé cet islamisme radical, leur ennemi suivant après les soviétiques et la chute de l'URSS en 1990, date de la première guerre du Golfe, créant depuis une utile paranoïa anti-islamiste, nouveau maccarthisme. Les attentats du 11 septembre ont un aspect spectaculaire, proche d'un film hollywoodien, d'où leur impact et leur promotion alors que l'on a oublié les 500 000 enfants irakiens morts suite au blocus des États-Unis, ce que confirma Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine, interrogée sur CBS en 1996. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. On peut contester les chiffres, mais le fait est qu'elle les approuve. Au-delà de l'anecdote, il est toujours risible de voir un camp s'offusquer des morts du 11 septembre et d'oublier ceux perpétrés par son propre camp, tout en continuant de considérer que les islamistes sont des barbares et les occidentaux des défenseurs de la démocratie. Cela donne l'impression que tout un tas de gens ne tiennent pas à accuser les gouvernements occidentaux ou que ceux-ci ne peuvent pas imaginer de telles opérations. Il y a donc une grande différence entre imaginer des complots délirants, proches de ceux qui font tourner les tables, et ceux beaucoup plus réels, comme l'histoire nous l'enseigne. Bref, ce qu'on appelle le scepticisme, tout simplement vis-à-vis des gens de pouvoir, et ce qu'on appelle aussi la manipulation. À croire que Taguieff cherche à nous distraire par des complots risibles sans jamais parler des autres. Comme s'il fallait, coûte que coûte, jeter l'opprobre sur ceux qui doutent ou se posent des questions sur les agissements de l'État. C'est d'autant plus étrange que Taguieff a des engagements pro-américains et que ces derniers ne sont pas les moins agissants dans ce domaine. Pierre-André Taguieff est aussi l'inventeur de l'expression islamo-gauchisme. En bref, cette accusation de complotisme intervient à une époque où de plus en plus de personnes doutent sérieusement des réelles intentions de nos démocrates ou de nos républicains. Peut-être au fond que le complotisme n'existe pas. Il n'y a plus de secret, tout est ouvert
public transparent. Maintenant, il faut croire aveuglément en la sainte démocratie, le parti du bien. Même si elle se sert de mots rassurants qu'elle vide de son sens pour faire avancer ses intérêts politico-économiques. Car si la démocratie libérale a été choisie, c'est parce qu'elle permettait aux oligarques de mener leur politique économique sans brimer physiquement le peuple comme auparavant. Il suffit de lui donner des jeux, du sexe, et qu'il se croit libre. Le consommateur parfaitement abruti en arrive, sans la moindre contrainte apparente, à épouser l'idéologie de l'État ou du marché, rejoignant d'une autre façon Winston dans 1984 de George Orwell. Il peut clamer dorénavant, la lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother. George Orwell était donc aussi un complotiste.